C'est Joël Dartig-Pacalé, co-auteur du livre La Compagnie des Guides, 200 ans d'histoire. Oui, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Joël, bien qu'on la voit un peu partout en ce moment, avec les 200 ans de la Compagnie des Guides, il y a plein d'événements qui sont organisés. Mais pour vous en dire un petit peu plus, donc Joël, elle est originaire de Tarentaise et elle est arrivée très jeune à Chamonix et depuis, elle n'a plus quitté la vallée. Donc elle a fait une carrière de responsable communication à la mairie de Chamonix. Et donc vous avez toujours eu l'habitude d'écrire, notamment dans votre travail où ça prenait une grosse partie de votre temps. Donc c'est grâce aux Journées du patrimoine auxquelles elle participe pour la première fois en 1994 qu'elle a pris goût à l'histoire de la vallée et dont son premier livre, 3 régions, une culture, qui sortira en 2000. Qui est sorti en 2000. Donc elle ne s'est pas arrêtée là, elle en a publié 15 autres et son dernier, comme tu le disais Julia, Compagnie des Guides, 200 ans d'histoire. Donc le thème facilement identifiable à l'occasion de l'anniversaire des 200 ans de la compagnie. Joël, alors en fait il y avait déjà beaucoup d'ouvrages qui retraçaient l'histoire de cette compagnie, il y en a eu même des dizaines. Qu'est-ce qu'il a de différent ce livre ? Alors ce livre s'est voulu différent, nous l'avons voulu différent. Alors je précise que je suis co-auteur avec David Ravanel, qui est mon fils et qui est membre de la Compagnie des Guides, qui a été président de la Compagnie des Guides et photographe également à son œuvre. Et donc ce livre, nous l'avons voulu différent parce qu'effectivement, il y a eu déjà beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le thème de la compagnie, d'histoire de la compagnie. 200 ans, c'est long, donc il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées au cours de ces 200 ans. Chamonix, c'est la Savoie, et la Savoie a été bien bousculée pendant ces 200 ans. 1860, c'est le rattachement de la Savoie à la France, mais avant même ça, sous le régime sarde, Chamonix a eu une période révolutionnaire pendant laquelle elle était française. La Savoie était déjà française avec les Allobroges à ce moment-là. Et donc, tout ça fait que l'histoire de la Compagnie des Guides n'est pas une histoire simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Il a fallu aux guides trouver la façon de continuer, de se transformer, d'évoluer au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Et raconter tout ça, ça a déjà été fait, donc ça ne nous parlait pas trop. On avait envie quand même d'autre chose, et on avait plutôt envie d'élever un petit peu le discours, non plus à tous ces problèmes techniques, administratifs et autres, mais plutôt à l'humain, à tout ce qui était humain dans l'histoire des guides, au rapport fabuleusement riche, fabuleusement beau entre le guide et son client, ou entre les guides entre eux, bien sûr, entre le guide et un gardien de refuge par exemple. Il y a eu des moments magnifiques aussi de ce point de vue. Donc c'est plutôt ces histoires-là qui nous ont paru intéressantes au fur et à mesure donc, de ces 200 ans. Donc, par les discours, enfin les témoignages que nous ont rapportés les guides, que nous sommes allés voir et qui sont venus nous voir. 42, je crois, c'est ça, 42 guides. Beaucoup plus, car on en a vu, effectivement, on en a reçu une bonne quarantaine, effectivement. Et puis, on est allé chercher également dans les archives et dans l'histoire les plus belles histoires pour raconter également les choses très anciennes du début de la Compagnie des Guides, donc 1821 et 1823, le fameux règlement, le manifeste officiel. Et tout au long de ces 200 ans, il y a eu vraiment de très très belles histoires entre le guide et son client. On va parler bien sûr de Michel Cros et de Wimper, on va parler bien sûr de Michel Payot et Eccles, on va parler bien sûr de Joseph-Marie Coutet et du peintre Ruskin. Alors parmi tous ceux que vous venez de citer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus une anecdote justement, que vous racontez dans le livre sur une de ces relations-là ? Oui, alors moi je raconterai l'anecdote
j'en ai beaucoup, mais cette fois-ci, je vous raconterai l'anecdote de, effectivement, Joseph-Marie Coutet avec Ruskin. Il se trouve que Ruskin était un simple garçon qui est arrivé ici adolescent avec ses parents. Il sortait toujours avec papa-maman. Il était britannique, bien entendu. Et le jour où il est arrivé à Chamonix, ses parents, il voulait rien faire. Hein. Les montagnes, il aimait pas ça. Il trouvait que c'était pas très joli. Il était peintre, il était peintre et poète, et il trouvait que c'était pas très très joli. Mais son papa voulait un petit peu le dégourdir un petit peu en quelque sorte, et il l'a confié donc à Joseph-Marie Coutet, parce que Joseph-Marie Coutet avait déjà plus de 50 ans à ce moment-là, et il avait le papa de Ruskin a tout d'un coup eu confiance en ce guide-là qui était un petit peu déjà sur le retour, et il a voulu lui confier son fils. Et la première course que Joseph-Marie Coutet a fait faire à Ruskin, c'était le Buet. Et ça commençait fort. Il commençait fort, mais Ruskin était sur le dos du mulet quand même. Hein. Voilà, Joseph-Marie Coutet marchait à pied à côté, mais Ruskin était sur le dos du mulet. Et en fait, il a pesté tout le long du chemin, mais quand il est arrivé en haut, au col, il a trouvé que c'était tellement merveilleux que le soir même, en redescendant, il écrit dans ses carnets que vite, il faut qu'il se prépare, qu'il se couche tôt, parce que le lendemain, il a hâte de repartir avec son guide. Donc ça lui a ouvert la voie, ça lui a donné l'amour de la montagne. Tout à fait. Donc c'est une anecdote parmi d'autres qu'on peut retrouver dans le livre. Absolument. Et vous revisitez aussi, enfin revisitez non, mais vous analysez deux valeurs très fortes qui sont rattachées à la compagnie des guides, donc le tour de rôle et la caisse de secours. Alors de quoi il s'agit ? Bien sûr, alors le tour de rôle, ces deux choses-là, ces deux fonctions-là fonctionnent toujours aujourd'hui au sein de la compagnie. Ça marche toujours très bien depuis 200 ans. Le tour de rôle, en fait, c'est une... je vais dire que c'est une habitude, c'est une tradition qui avait lieu déjà à Chamonix tout le temps, d'organiser les choses, les corvées, les travaux à tour de rôle. C'est-à-dire que les éléments pratiques étaient communs, c'est-à-dire que par exemple le four était commun, l'abreuvoir, lavoir était commun. Il y avait comme ça toutes sortes de choses que individuellement on ne pouvait pas s'offrir, mais que collectivement c'était possible. Donc à chacun son tour, à tour de rôle par exemple, on pouvait aller au four cuire son pain. À tour de rôle, on pouvait aller à l'abreuvoir faire abreuver ses bêtes. Mais c'était aussi à tour de rôle qu'il fallait enlever les pierres du chemin. Et c'était aussi à tour de rôle qu'il fallait dégager le chemin pour que les bêtes puissent monter à l'alpage. D'où le tour de rôle, c'était ça. En fait, cette tradition, les guides, qui étaient des paysans quand même, il faut quand même bien se rappeler que le métier de guide est un métier, au début, qui est un métier accessoire. On le prend et on l'exerce, mais on ne fait pas que ça. Et on ne fait pas que ça. Et on ne vend surtout pas son bétail pour autant. Parce que la saison d'été est très très courte. Et on a encore tout le reste de l'année à vivre. Et donc, garder son bétail à l'étable, c'est très très important. Donc, voilà comment est né le tour de rôle d'une habitude traditionnelle, ancrée dans l'esprit des montagnards, qui ont, comme vous le savez, une économie très frustre de montagne, d'économie de montagne, où les choses sont difficiles, l'hiver est très très long, les hivers d'autrefois ne sont pas les hivers d'aujourd'hui. On se rappelle que 1821, les glaciers étaient encore en progression, les glaciers ont cessé d'augmenter de volume vers le milieu du 19e siècle seulement, vers 1850 seulement. Donc quand la compagnie des guides a été créée, les glaciers étaient toujours en augmentation. Et ils apportaient le froid, ils apportaient les rochers, ils apportaient le mauvais temps. Et pour les cultures, c'était quand même pas extraordinaire. Voilà, tout à fait. D'où le tour de rôle. Et en ce qui concerne la caisse de secours, alors la caisse de secours, c'est un petit peu la même chose. On va dire que c'est dans les habitudes, les traditions des villages de montagne où la vie est dure, de s'entraider.
quand on construit une maison, on va à plusieurs. C'est-à-dire que tous les voisins viennent pour aider, par exemple, à lever la charpente. Ça, c'est une tradition. Quand l'un est malade, tous les autres viennent voir s'ils peuvent aider. Quand on tue le cochon, tout le monde vient pour aider à tuer le cochon. Et c'est une vie communautaire, une vie collective, issue en fait de la vie communautaire qui est presque médiévale en quelque sorte. Hein. On n'a pas beaucoup évolué encore. Et la caisse de secours, elle naît comme ça également d'une idée basique que tout le monde pratique en réalité dans le quotidien de ce moment-là, de ces jours-là, de l'entraide, tout à fait. On va aider l'autre, tout simplement. Et dès 1821, encore au moment où la vraie caisse de secours n'a pas encore été créée, déjà, il y a une personne qui était dans le besoin parce que le guide était malade, non pas accidenté, mais juste malade. Et la compagnie des guides lui verse une petite aide, mais en argent, quoi, tout simplement. Voilà, c'est l'entraide. Tout ça, il faut se remettre aussi dans cette période un petit peu difficile qui est bouleversée, bousculée au niveau administratif et où les paysans d'ici ont encore besoin justement de se tenir à l'écoute, de s'aider, de s'entraider, d'aller se secourir. Le secours en montagne, c'est exactement la même chose. C'est un secours que les guides font pour eux et pour leurs collègues. On ne cherche pas à savoir qui va être rémunéré ou pas pour ce secours. On va d'abord secourir la personne. C'est ça l'essentiel. 6.5 au plan B avec Joël Dartigues-Pacalé. Éclair. Oui, exactement. Donc Joël, co-auteur du livre La Compagnie des Guides, 200 ans d'histoire. Donc 250 pages de récits coécrites avec votre fils David Ravanel. Oui. On apprend d'ailleurs que la rumeur qui dit que José Frison-Roche était le premier guide à ne pas être originaire de la vallée est fausse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette fausse rumeur en fait ? C'est une fausse rumeur et ça n'en est pas une. Moi, je ne suis pas là pour critiquer parce que justement le livre ne veut pas critiquer, en tous les cas, surtout pas. Simplement, on est là aussi dans une période troublée. Il ne faut pas oublier que quand Roger Frison-Roche intègre la compagnie des guides, c'est 1932, je crois, 31 ou 32, je crois. Et on sort un petit peu, à peine, pas beaucoup, de la guerre de 14. La guerre de 14 s'est terminée en 1918, mais en réalité en 1920. Et elle a fait énormément de morts au sein de Chamonix, morts des personnes qui étaient déjà guides et des jeunes qui étaient prêts à rentrer à la compagnie des guides. Donc la compagnie des guides était très pauvre de ses membres à ce moment-là. Il y a eu une restructuration parmi les nombreuses restructurations de la compagnie des guides. Il y en a eu une à ce moment-là, bien sûr. Pendant la guerre, par exemple, on trouve la compagnie des guides ne fonctionne plus du tout. Et donc, parce qu'il n'y a plus de clients, tout simplement. Hein, voilà, et on imagine que les gens ont autre chose à faire. On a autre chose à faire que d'aller se balader en montagne. Et donc Roger Frison-Roche arrive à ce moment-là. Et la restructuration de la compagnie a déjà été faite une première fois avant, en syndicat des guides de Chamonix. Et elle repart à ce moment-là, au sortir de la guerre de 14-18, en compagnie des guides à nouveau. À chaque fois, il y a des allées et venues avec des règlements autres qui sont adaptés à chaque fois à l'économie du moment, à la structure du moment. C'est le moment aussi où on construit les téléphériques. Le premier téléphérique des glaciers date de 1924. Les premiers Jeux olympiques, c'est 1924, bien sûr. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et les nouveaux guides qui sont là, avec le nouveau guide-chef et le nouveau président,
Sans doute un jour, on dit à Roger Frison-Roche, il y en a un qui a dû lui dire, tu es le premier guide étranger et donc fais-nous honneur, fais en sorte de nous faire honneur. Ça a été fait et c'est vrai. Et Frison-Roche a rebondi certainement là-dessus. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est difficile, donc j'ai pas trop envie de me mettre à la place de Frison-Roche non plus pour dire ce qu'il a ressenti, parce que c'est pas mon rôle. Par contre, ce que je sais par mes recherches, nos recherches d'archives, c'est que en fait il y avait un dénommé Anselme Tronchet qui était déjà là en 1821. Donc lors de la création de la Compagnie des Guides, cet Anselme Tronchet était bien déjà ici et c'était un tailleur de pierre qui nous venait de Morillon. Donc pas du tout de la vallée. Pas du tout de la vallée, voilà. Et il y en a eu d'autres après, hein. Si on fait la liste de tous les guides depuis 1821, il y en a pas mal d'autres encore, Sermet par exemple, etc., qui n'étaient pas nés à Chamonix, qui sont venus travailler à Chamonix, s'y marier certainement pour beaucoup, mais qui n'étaient pas nés à Chamonix non plus, pas plus que Frison-Roche, pas plus que Tronchet. Donc voilà. Ouais, c'est une anecdote rigolote parmi d'autres qu'on peut trouver dans le livre, mais c'est intéressant de lire des choses comme ça. Cela n'enlève rien au mérite de Monsieur Frison-Roche, oui, bien sûr, que j'ai admiré comme tout le monde à mon tour en lisant tous ses bouquins. Voilà. C'est important de le rappeler quand même. Et alors, comme on le disait, donc c'est un livre qui est coécrit avec votre fils. Quelle relation vous entretenez avec lui? Comment vous en êtes venu à vouloir écrire un livre ensemble? C'est venu tout seul. Moi, j'ai écrit des livres depuis longtemps. Et puis, lui, il avait des choses à dire. Et puis, j'avais déjà eu des velléités d'histoire de la Compagnie des Guides parce que c'est une structure que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est exceptionnel. Je trouve que les guides de Chamonix, cette compagnie des guides de Chamonix est exceptionnelle dans la vallée. Crée, je ne sais pas comment le dire exactement, une ambiance. Il y a quelque chose qui se tisse autour de cette compagnie des guides. Enfin, c'est mon avis. Et depuis 200 ans, ça dure toujours, ça dure encore. Voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de montagnes moi aussi, donc les guides je connais bien depuis l'intérieur en fait, puisque mon premier mari était guide. Et votre fils est guide aussi. Voilà, oui. Voilà, tout à fait. Et donc c'est une structure que j'aime bien et qui mérite beaucoup. Et comment ça s'est passé l'écriture à quatre mains alors? Très bien. On était complémentaires tout simplement. Donc, voilà, le texte c'était plutôt moi, les images c'était plutôt lui, le hier c'était plutôt moi, le aujourd'hui c'était plutôt lui. Moi j'étais plutôt longue en texte, lui il me disait arrête, tu es trop longue. Voilà, donc une belle complémentarité. Très belle complémentarité, très belle aventure, très belle aventure vécue pour moi et pour lui, en tous les cas entre nous. C'est une belle histoire entre nous. Et alors, où est-ce qu'on peut se procurer le livre? Alors, le livre est vendu en librairie comme tous les livres, au prix de 30 €. Et puis, il est vendu aussi, si l'on souhaite, à la Compagnie des Guides. Et à ce moment-là, le bénéfice de la vente tombe dans l'escarcelle de la caisse de secours de la Compagnie des Guides.